À la une de l'actualité de ce jeudi, réduction du train de vie de l'État, le gouvernement s'engage à réduire le nombre de véhicules de fonction des ministres et présidents d'institutions. Décision prise au cours du Conseil des ministres de ce mercredi. Parmi les autres grandes décisions figure la levée des mesures restrictives prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le point des travaux du Conseil à suivre dans un instant. Et puis, affaire des audios appelant à brûler le palais du Mogonaba, le procès qui s'est ouvert hier matin a été renvoyé au 21 juin prochain. Les raisons évoquées, les dossiers retenus ne pouvant pas être épuisés, en plus de l'absence d'un des prévenus, images et commentaires à suivre en début de journal. Et enfin, un immeuble R+5 s'écroule et fait malheureusement 2 morts et 2 blessés. Le drame s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi sur l'avenue Yenenga, en plein cœur de Ouagadougou. Les témoins remettent en cause la qualité de l'infrastructure. On fait le constat également au cours de cette édition. Voilà pour le sommaire. Bonjour et merci de vous informer sur True TV. En marge du Conseil des ministres de ce mercredi 7 juin, le gouvernement a décidé de la réduction du train de vie de l'État à travers la diminution du nombre de véhicules de fonction des ministres et présidents d'institutions. Au titre du ministère de la Santé, le gouvernement a décidé de lever les mesures restrictives prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Plus de détails avec Mamidriana Kamabou. Le gouvernement de la transition s'engage dans la réduction du train de vie de l'État. Il opte pour une gestion rationnelle du parc automobile de l'État. En effet, un projet de décret portant réglementation générale de l'utilisation des véhicules de l'État et des autres organismes publics a été adopté en Conseil des ministres. Pour le ministre en charge des Finances, Aboubacar Nakanabo, les grandes innovations de ce décret sont essentiellement la réduction du nombre de véhicules pour les ministres et les présidents d'institutions. Pour cela, il faut faire en sorte que les dépenses de l'État soient maîtrisées. Et parmi les poches de dépenses, il y a la question des véhicules. Donc désormais, il sera affecté à chaque ministre un seul véhicule et les autres véhicules seront mis dans les parcs centrales et l'utilisation sera en fonction bien sûr des besoins si les véhicules tombent en panne. Outre ce décret, le gouvernement a développé un logiciel de gestion du parc automobile de l'État qui permet de connaître la situation de chaque véhicule de l'État et le service dans lequel le véhicule se trouve. Donc cela permet de rationaliser la gestion des véhicules de l'État. Et à côté, nous avons également en projet un système de géolocalisation des véhicules pour savoir exactement où les véhicules de l'État se trouvent. Cela permet donc de mieux utiliser les véhicules et de rationaliser les dépenses liées à l'exploitation de ces véhicules de l'État. Le Conseil a aussi adopté un projet de texte portant levée des mesures restrictives prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Aujourd'hui, en rapport avec la baisse drastique du nombre de cas et du nombre de décès, et en rapport aussi avec le fait que la Covid-19 ne constitue plus une urgence de santé publique de portée internationale, il a paru important pour le Conseil d'adopter ce rapport qui va permettre d'alléger les conditions d'entrée et de sortie au niveau du Burkina Faso. Pour le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, le Conseil a adopté 5 projets de décret d'application de la loi d'orientation du tourisme. Ces projets participent de la réglementation des établissements touristiques, d'hébergement, de loisirs, la délivrance de la licence d'agence d'hôtes et d'hôtesses d'accueil, la délivrance de la licence d'opérateur de voyage et de tourisme, de l'exploitation et du classement des restaurants de tourisme. Et pour le compte du ministère en charge de l'enseignement supérieur, le gouvernement a adopté un texte portant organisation des emplois des enseignants hospitalo-universitaires. En plus de cela, une nouvelle tauge sera utilisée désormais dans les institutions publiques d'enseignement supérieur et de recherche du Burkina. La tauge est en façon d'enfanie et entièrement confectionnée par des stylistes burkinabés. Explication du ministre Adjouma Tchombiano. Il faut d'abord rappeler que les enseignants à temps plein et les ingénieurs de recherche étaient donc recrutés au niveau des universités et du CNRST pour venir en appui aux différentes activités académiques et de recherche. Alors, à partir de en fin 2016, exactement le 1er janvier 2017,
il a été donc conclu d'arrêter le recrutement de ces ETP et ingénieurs de recherche et il leur avait été donné 3 ans pour pouvoir être nommés assistants à la suite donc de leur soutenance de thèse. Alors, à partir du 1er janvier 2020, et tous les enseignants, tous les ETP et tous les ingénieurs de recherche qui étaient titulaires d'une thèse étaient cette fois obligés de prendre part à un concours de recrutement. Alors donc, à travers différents échanges que nous avons eus avec tous les acteurs, il est ressorti et aujourd'hui le Conseil a permis que dorénavant, à partir de cet instant, tous les ETP et tous les ingénieurs de recherche qui sont titulaires d'une thèse pourraient être désormais nommés comme assistants ou attachés de recherche, donc en fonction donc de leur demande. Pour ce qui est donc de la communication orale, nous sommes vraiment heureux aujourd'hui de présenter les nouvelles touches qui sont donc la touche unique de toutes les universités et du CNRST, c'est-à-dire les institutions d'enseignement supérieur et de recherche publique du Burkina. Et dorénavant, tout enseignant qui a donc été inscrit au CAMES pourra donc être autorisé à porter cette touche, soit lors des cérémonies officielles, soit lors des soutenances ou toute autre activité, en tout cas solennelle. Donc cela dénote bien sûr de la volonté politique actuelle du gouvernement de mettre un accent sur l'identité. Alors, vous aurez remarqué que ces touches sont 100% Faso d'Anfani et confectionnées au Burkina Faso par des stylistes du Burkina à travers un processus de sélection qui a pris en compte donc tous les acteurs au niveau des universités et du CNRST. Le procès sur le présumé projet d'incendie du palais du Mogonaba s'est ouvert ce mercredi au tribunal de grande instance Ouaga 1. Après les débats, le parquet a demandé et obtenu le renvoi du dossier au 21 juin prochain. Les raisons évoquées, les dossiers retenus ne pouvant pas être épuisés, en plus de l'absence d'un des prévenus. Les avocats ont donc formulé une demande de liberté provisoire de leur client, demande qui a été rejetée par le tribunal. Le point avec Alexis Wenkouni Belemnaba. Ils leur sont reprochés des faits d'association de malfaiteurs, de divulgation de fausses informations, d'incitation à un attroupement armé ou non armé, d'incitation à la dégradation de biens et la mise en danger de la vie d'autrui, les 2 journalistes et les 8 membres des organisations de la société civile. À l'appel du dossier, le parquet demande son renvoi. Selon le procureur, un des prévenus, Souleymane Belem, n'étant pas présent à l'audience, cela ne facilitera pas la manifestation de la vérité. Il ajoute que les témoignages de ce dernier pourraient influencer la manifestation de la vérité. Un argument qui ne rencontre pas l'assentiment des avocats de la défense. Ils estiment que c'est au parquet de prendre toutes les dispositions pour la comparution de tous les prévenus en liberté. Parce que le dossier est un état. En matière de flagrant délit, on considère que quand un dossier est prêt à être programmé, c'est qu'on considère que le dossier est en état de connaître jugement. Pour dire tout simplement que le procureur considère que le dossier est en état. Et être en état, ça veut dire tout simplement qu'on peut juger le dossier avec les éléments qui se trouvent dans le dossier. Et les éléments qui se trouvent dans le dossier, ce sont les déclarations des personnes qui sont poursuivies. Il y a les témoins, il y a les éléments de l'enquête scientifique. Donc le procureur ne peut pas dire aujourd'hui que si on laisse les gens sortir, qu'ils vont empêcher les témoins de dire la vérité, ils vont tenter de corrompre les témoins. Corrompre quel témoin dans la mesure où le témoin a déjà fait une déposition? À la demande de la mise en liberté provisoire pour les prévenus, le procureur prête le tribunal de grande instance de Ouaga 1 de faire des réquisitions. Le risque de concertation frauduleuse des prévenus, le risque de subornation des témoins et le risque de la disparition de certaines preuves à charge. Cette demande sera rejetée et le dossier finalement renvoyé au 21 juin 2023. Pour les avocats de la défense, cet argumentaire du procureur ne tient pas la route. En réalité, ce qu'ils disent, ils considèrent qu'à partir d'une certaine heure de la journée, vu qu'il y a des personnes qui sont détenues à la maison d'arrêt de correction, on ne peut pas poursuivre le jugement pendant que ces personnes sont là parce qu'il y a une heure pour les réintégrer. Que donc au regard de l'heure qui s'avance, que si on commençait ce dossier, il est clair qu'ils n'allaient pas pouvoir les réintégrer à la maison d'arrêt de correction avant la dite heure. En répondant à une de nos questions, qui était de vérifier est-ce que cette personne même a été convoquée afin qu'on l'informe que le dossier passait ce matin, on nous a fait comprendre que cette personne n'a pas été convoquée. Donc on demande de renvoyer le dossier pour faire venir quelqu'un qui est absent, que vous n'avez même pas dit de venir, pour qu'on le juge.
vous apprécierez. Pourquoi c'est cette seule personne-là qu'on laisse en liberté et qu'on enferme les autres? Et c'est pour ça que nous l'avons dit, que nous voulons qu'on rétablisse l'équité entre les personnes poursuivies. Où tout le monde est dehors, où tout le monde doit se trouver là où tout le monde doit y être, afin qu'on puisse quand même les juger conformément à l'égalité et à l'équité. Pour cette décision du tribunal, les avocats de la défense estiment que le tribunal est souverain et c'est à lui de décider en fonction des arguments des différentes parties. Il serait hasardeux de s'attarder sur ce rejet de liberté provisoire pour tirer à boulet rouge sur le tribunal. C'est une décision avant dit droit, selon Maître Abdou Latif Dabo, membre des avocats de la défense. Un immeuble L+5 s'est écroulé dans la nuit de mardi à mercredi sur l'avenue Yenenga à Ouagadougou. L'infrastructure s'est effondrée sur une maison riveraine, occasionnant malheureusement 2 pertes en vie humaine ainsi que 2 blessés. Les causes du sinistre ne sont pas encore formellement établies, mais les riverains, eux, pointent du doigt la qualité de l'infrastructure. Constat sur place avec Abdourahim Yayen. Du bâtiment R+5, il ne reste que des débris. Sur place, l'on aperçoit des morceaux de béton entassés. Sous les décombres de l'immeuble, une partie de la maison de la famille Convolbo, une famille endeuillée par l'événement. Le chef de famille et une fille ont perdu la vie. Pendant que les passants veulent satisfaire leur curiosité, la police municipale barricade les accès et un bulldozer tente de dégager les décombres. Les proches de la famille victime, toujours sous le choc. Il dormait, il est rentré vers les 21h. Ils ont dit que la chose s'est passée vers 22h. Moi, c'est particulièrement à minuit qu'on m'a appelé. Mais moi, je n'ai pas pu venir à minuit. C'est le matin très tôt que je suis venu. J'ai trouvé le corps à l'entrée ici. J'ai regardé et puis voilà. J'étais en train de faire les petites courses et puis voilà. On est revenu, quand on a fini de creuser la tombe, voilà, on a dit d'amener le corps. On nous a dit qu'il y a une jambe qui n'est pas là. C'est ça, c'est pour ça qu'on est revenu pour voir. Sincèrement, on est tous dépassés. Il ne devrait pas... on savait qu'il va mourir, mais la manière là, comme ça, sincèrement dit, la mort est très brute. Moi, je suis très dépassé. Pour l'instant, les causes de l'incident ne sont pas connues. Certains riverains pointent du doigt l'impact des travaux sur la parcelle située à proximité du bâtiment écroulé. Mais pour Demba Diallo, la qualité de l'infrastructure en est pour quelque chose. Moi, je suis dépassé. Je ne sais même pas qu'est-ce que je vais dire. Moi, je veux seulement que l'État prenne ses responsabilités. Et quand il y a ces genres de choses-là, ceux qui sont dans le projet en train de construire là, ils n'ont pas vraiment fait une suivi. Et voilà, vraiment une suivi. Voilà, pour que les gens puissent construire. Aujourd'hui, là, les gens ne respectent pas les normes. Voilà, les gens ne respectent pas les normes. Voilà, à chaque fois, on dit, voilà, il faut laisser à Dieu, Or que souvent, nous-mêmes, on cherche des problèmes pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Sinon, c'est pas normal. C'est pas normal. Le drame a également causé 2 blessés qui sont pris en charge par les services de santé, selon les témoins. L'effondrement de ce bâtiment vient allonger la liste des bâtiments effondrés au Burkina Faso et interpelle l'autorité à la prise de mesures fortes. Dans son discours sur la situation de la nation, le Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela évoquait l'idée d'une fédération entre le Burkina Faso, le Mali et la Guinée. Une fédération qui devrait permettre de faire face aux problèmes de développement dans ces pays. Mais quelles sont les implications d'une fédération? Est-ce possible et opportun de parler de fédération dans ce contexte de crise sécuritaire? Eh bien, l'ancien ambassadeur Mélégué Traoré et le professeur Ousseini Ili donnent leur lecture sur ces questions. Maxime Jean-Eudes Bambara. Si pour le Premier ministre, Maître Apollinaire Kyelem de Tambela, l'idée de fédération est une solution pour faire face aux problèmes de développement et d'insécurité dans les États, pour l'ancien ambassadeur Mélégué Traoré, l'idée de fédération est incontestablement bonne et le Burkina Faso a intérêt à y aller. Mais à en croire le directeur du Centre parlementaire panafricain, elle doit être d'abord une volonté politique portée par le chef de l'État. Première observation, ce n'est pas le genre d'idées dans la pratique africaine qui viennent des premiers ministres. Ces idées, généralement, sont toujours... elles peuvent être agitées par les premiers ministres, mais in fine, elles sont consacrées par les chefs d'État. Aller en fédération, c'est d'abord une question de volonté politique. Et cette volonté politique ne peut
être que celle du sommet des États, c'est-à-dire les chefs d'État. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que même si on est d'accord avec l'idée de fédération, je répète, personne ne peut être contre, il faut voir le timing et puis voir la faisabilité du projet. Le timing et la faisabilité, c'est ce qui pose également problème au professeur Ousseini Ili, pour qui l'idée de fédération se révèle peu réaliste, surtout pour des pays en transition comme le Burkina Faso, le Mali et la Guinée. Il faut se rappeler quand même qu'une fédération, ça implique beaucoup de choses. Ça implique qu'il y ait un abandon de souveraineté, ça implique une fusion des États, ça implique de nouvelles constitutions. Et peut-être qu'il faut interroger les peuples de ces pays-là, puisque ce sont des États souverains. Il faut trouver un nom au nouveau pays, il faut organiser les rapports entre les anciens États et puis le nouvel État qui va être mis en place. Donc, bref, c'est un travail titanesque qui ne peut pas se faire, il faut être réaliste dans un court laps de temps, en tout cas le temps des transitions qui sont de 1-2 ans qui restent. Donc, c'est pas possible. Si vous voulez faire une fédération, il vaut mieux la faire avant que les pays ne deviennent indépendants. Mais une fois qu'ils sont souverains, c'est extrêmement difficile qu'ils lâchent la souveraineté. Parce que faire une fédération signifie qu'on crée un État avec son gouvernement central et des gouvernements des États fédérés. Et généralement, les Africains ne sont pas très prêts à ça. Le juriste s'interroge par ailleurs sur l'intérêt d'une fédération dans ce contexte de crise sécuritaire. Pour le professeur Ili, l'idée n'est pas mauvaise en soi, mais une fédération ne saurait également être une panacée à tous les problèmes. Fédération va servir à régler quel problème maintenant? Est-ce que nous avons des urgences? Est-ce que la fédération sera la solution à la crise sécuritaire, aux crises sécuritaires que vivent nos deux pays principalement? Aller à une fédération, ça se prépare. Ça se prépare et ça se prépare, il faut d'abord que la classe politique et les élites pour un sujet aussi sensible soient vraiment engagées. Deuxièmement, il faut mobiliser l'opinion, c'est-à-dire les citoyens, si on veut que la future fédération soit solide. L'observation a été faite que quand les pays n'ont pas de continuité géographique, quand il n'y a pas de continuum spatial, c'est beaucoup plus difficile d'aller en fédération. Or, si entre nous, le Burkina et le Mali, cela ne pose pas de problèmes, mais entre le Burkina et la Guinée, la relation géographique n'existe pas. Et donc on est obligé de faire très attention. Et tout ça, c'est des obstacles. À en croire le directeur du Centre parlementaire panafricain, l'idée de fédération n'est pas une première au Burkina Faso. Toutes les tentatives dans le passé ont échoué, notamment en décembre 58 et janvier 59. L'on parlait de l'idée d'une fédération qui devrait regrouper le Mali, le Sénégal, la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, et les Dahomey, actuel Bénin. Une assemblée constitutive s'est réunie à Dakar au début du mois de janvier 1959. Un bureau a été mis en place. Le président de l'Assemblée fédérale devait être Léopold Sédar Senghor. Et le premier vice-président, c'était Maurice Améogo, qui ont été retenus pour ça. Donc on a déjà essayé ça, hein, c'est pas nouveau. Dans la semaine qui a suivi, Maurice Améogo, sous la pression de Fouette-Boigny du général Lamizana, a fait marche arrière et le Burkina a quitté la fédération. Selon l'ancien ambassadeur Mélégué Traoré, les pays africains pris individuellement ne sont pas suffisamment viables, d'où la nécessité d'aller en fédération. Pour le professeur Ousseini Ili, la transition devrait plutôt se concentrer sur ses missions et objectifs définis dans la charte, notamment le recouvrement de l'intégrité du territoire national et la restauration de la sécurité. Le 31 mai dernier, le tribunal militaire de Ouagadougou a levé le mandat d'arrêt contre l'ancien chef d'État et ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida qui était poursuivi depuis 2016 pour désertion en temps de paix et refus d'obéissance. La justice militaire s'est jugée incompétente pour statuer sur son dossier, une nouvelle accueillie avec joie par le mouvement Génération Zida pour la patrie. Selon Patrick Gambéné, un des membres de ce mouvement, la levée de ce mandat d'arrêt vient prouver l'innocence de Yacouba Isaac Zida. Sanata Seri.
Le mandat d'arrêt international émis contre Yacouba Isaac Zida a été levé par la justice militaire qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur le dossier dans lequel il est poursuivi pour des faits de désertion en temps de paix et refus d'obéissance. Les proches de Yacouba Isaac Zida peuvent donc espérer son éventuel retour au Burkina Faso après 7 ans d'exil. Une nouvelle accueillie avec beaucoup de joie par le mouvement Génération Zida pour la patrie qui a longtemps milité pour son retour au bercail. Cette décision, selon Patrick Gambene, vient réconforter le mouvement dans sa conviction que Yacouba Isaac Zida était victime et non coupable des faits qui lui sont reprochés. Pendant des années, nous avons lutté justement, dénoncé aussi une cabale politico-judiciaire du pouvoir MPP d'antan à l'encontre de son excellence Yacouba Isaac Zida. Et donc que le tribunal militaire se dise incompétent en fait, à connaître de ce dossier, ça nous conforte dans la position que notre lutte a été juste et qu'on est arrivé vraiment en fait, au bout de ça, quoi. Et aujourd'hui, cette décision du tribunal militaire nous conforte encore que la lutte que nous avons menée était une lutte juste et aujourd'hui, on arrive déjà au bout. Il y a quelques années déjà, l'autorité de lutte contre la corruption avait sorti un rapport donc, sur la gestion de M. Yacouba Isaac Zida parce que ces individus tapis dans l'homme ont toujours sali le nom de cette personnalité sur sa gestion. Après l'annonce de la décision de la justice militaire, le mouvement dit avoir eu un entretien avec Yacouba Isaac Zida. Entretien au cours duquel il a montré toute sa satisfaction de la levée des charges qui pesaient sur lui. Le mouvement, à travers son premier responsable, c'est-à-dire le coordonnateur national de la GZP, M. Sayouba Ouedraogo, a eu un bref entretien avec son Excellence. Et il ressort de cet entretien que le général se dit très satisfait de cette décision. Quant à une date éventuelle de retour, on n'en a pas vraiment parlé pour le moment parce que, comme vous le savez, son Excellence Yacouba Isaac Zida a des responsabilités aussi au niveau international. Il ne faudrait pas cependant vite crier victoire, car la procédure judiciaire risque de connaître une évolution. En effet, le tribunal militaire dispose de 15 jours pour faire appel. Mais car cela ne tienne, le mouvement dit rester serein et optimiste et clame l'innocence de leur leader. S'il y a un appel qui va être interjeté, nous, ça nous fait pas peur parce que depuis des années, comme je l'ai dit tantôt, nous avons toujours dénoncé une cabale politico-judiciaire parce que le fond de ce dossier, pour nous, il est vide. Il est vide et donc il n'y a vraiment pas de crainte quant à ce que vraiment on blanchisse M. Yacouba Isaac Zida. On n'a pas de crainte par rapport à cela. En visite auprès de sa famille au Canada, l'ancien Premier ministre de la transition de 2014, faut-il le rappeler, n'est jamais revenu d'une permission à lui accordée par le président Roch-Marc Christian Kaboré. Le président a alors pris un décret dans lequel Yacouba Isaac Zida a été radié de l'effectif des forces armées nationales. Parlons aviculture. Pour clore ce journal, l'Association des auditeurs et auditrices de votre radio Watt FM a initié au profit de ses membres une séance de formation en aviculture. Il s'agit d'un renforcement de capacité pour certains et une initiation pour ceux qui veulent se lancer dans le domaine. La formation a pris fin ce dimanche et a été sanctionnée par la remise d'attestations aux participants. Alexis Wenkouni, Belem Naba. Le Burkina Faso est un pays à fort potentiel agricole et de l'élevage. Réputé pour sa production de qualité, beaucoup de jeunes s'investissent de plus en plus dans le domaine avicole. Pour davantage accroître cette production et de qualité, les membres de l'association des auditeurs et auditrices de la radio 100% urbaine se sont donnés à la formation. Une formation sur la production des poules pondeuses, des poules de chair, ainsi que sur la production des poussins. Une formation faite par Abdul Aziz Ouedraogo, un spécialiste du domaine, un milieu dans lequel il évolue depuis plusieurs années. On a vu que beaucoup échouent en aviculture à cause du démarrage même des poussins. Avec le temps et surtout le positionnement de leurs bâtiments, la qualité des poussins, la qualité même de l'aliment. Il y a d'autres même, ils ont des problèmes au niveau des vaccins. Donc on était basé sur ça, sur le démarrage d'abord avant de progresser sur la croissance. L'aviculture est un domaine qui nourrit bien son homme et c'est dans cette dynamique que cette organisation associative s'est intéressée au domaine. Cette formation est à l'initiative de l'association des auditeurs et auditrices de la radio Watt FM au profit de ses membres. On a fait ce choix, c'est pour la bonne marche de l'association.
puisque l'association est née il y a très longtemps. On n'avait pas de récépissé, maintenant on a le récépissé. Donc on a choisi de faire beaucoup de choses pour la bonne marche. Sans ça, bon, nous on serait inconnus. Alors qu'on veut être très connus dans le monde national et international. Au nombre de 75, certains des participants exercent déjà dans la production de la volaille à l'instar de Boukari Tapsoba. Malgré ses expériences, il n'a pas manqué d'en acquérir plus pour réussir davantage dans sa production. Au début, j'ai même perdu plus de 1000 têtes. Mais aujourd'hui, je peux dire qu'en tout cas, ça va. Parce que j'ai appris depuis, ça fait 4 ans que je suis dans le domaine. Parce qu'il y a beaucoup de choses même que je n'ai même pas, que je n'ai même pas saisi. Bon, selon les formateurs, toute l'explication qu'il a donnée, en tout cas, ça va beaucoup m'aider beaucoup. Voilà. D'autres auditeurs et auditrices veulent se lancer dans le domaine, tout comme Aline Nari. Pour cette participante, elle dit avoir acquis des connaissances qui lui permettront de réussir dans la production si elle venait à se lancer. On a appris beaucoup de choses, même aller payer les produits, la conservation des produits. Là où on paye les produits, on doit voir toute la procédure, si c'est bien fait. Donc, on prend soin de tout ça pour pouvoir faire un bon élevage. Sans quoi, dès la base, si tu échoues depuis même l'arrivée des poussins, ça veut dire que tout le travail est fini. Ça veut dire que tu as fait des efforts en vain, quoi. Cette formation est une première activité pour cette association après l'obtention de son récépissé. Elle est sanctionnée par la remise des attestations aux participants. Une série d'autres activités est prévue selon les membres de cette organisation associative. Et c'est la fin de cette session d'information de la mi-journée. Excellent après-midi à toutes et à tous.